Je l'ai fait. Je lui ai tiré dessus 4 fois. C'était la confession de Jenny Baxter sur les lieux le 15 avril 1913. La police trouva la veuve de 24 ans dans un appartement londonien avec le corps de son amant, l'aviateur fortuné Julian Hall. Mais quelques instants plus tard, son récit se brisa en une série de déclarations désespérées et contradictoires. Était-ce un meurtre de sang-froid, un accident ou quelque chose de tout autre? Un procès sensationnel pour meurtre se profilait. Mais l'héritage le plus durable de l'affaire ne se jouerait pas sur la liberté de Gianni, mais sur la fortune de sa victime. Le tir sur Julian Hall obligerait les tribunaux à répondre à une question choquante et inédite. Un tueur peut-il profiter de son crime? Le dossier sur la jeunesse de Julian Hall est bref, mais pointe vers une éducation privilégiée. En 1891, le recensement place sa famille au 33 Ellaston Place, à Kensington, servi par un valet, une cuisinière et 3 domestiques. En 1901, à 14 ans, Julian était pensionnaire à l'Académie royale navale Eastman à Portsmouth, une école préparatoire pour garçons destinée à des carrières militaires. Le recensement de 1911 ne le localise pas, mais en 1913, il était une figure établie dans le milieu sportif londonien. Les origines de Jenny Baxter sont moins documentées. Née Jenny O'Kane en Écosse vers 1889, elle était veuve au début de la vingtaine, avec une jeune fille nommée Jean-Gertrude Haussey, bien que l'enfant soit souvent appelé dans la presse Jean Baxter. En 1913, elle vivait au 24 Carlton Mansions à Maida Vale, un monde loin des rues ouvrières de Londres, entretenu par un riche protecteur. Sa mère était présente à Londres pendant le procès suivant, une figure discrète en arrière-plan du drame qui se déroulait. Au moment de sa mort, Julian Hall, connu de ses amis sous le nom de Jack, était un homme d'action et d'appétit. Né dans le Shropshire, il était décrit comme un boxeur amateur et un golfeur enthousiaste au physique magnifique. Mais sa vraie passion était pour la nouvelle et dangereuse poursuite de l'aviation. Il s'entraîna à l'école de pilotage pionnière de Brooklands, dans le Surrey, apprenant sur un biplan Bristol. Les rapports de presse confirment qu'il obtint son certificat de pilote du Royal Aero Club le 18 février 1913, juste 2 mois avant d'être tué. Pendant environ 3 ans, il avait vécu dans les chambres résidentielles au-dessus du Coventry Club à Denman Street. Le témoignage au tribunal dresserait plus tard le portrait d'un homme vivant au bord du gouffre, intrépide, imprudent et buvant beaucoup. Le docteur Percy Edmonds, chirurgien de la police, trouva 4 siphons à soda, une bouteille de gin et une bouteille de brandy sous l'oreiller de Hall. Une autopsie révéla que son foie était gravement enflé par l'intempérance et son estomac était vide, suggérant qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Un valet, Louis Royal, témoignerait que Hall buvait environ 1,5 bouteille de brandy par jour. Il était, selon tous les témoignages, un homme qui, comme l'a dit un témoin, n'avait pas peur de la mort. La vie de Jenny Baxter était complexe. Pendant des années, elle avait été la maîtresse d'un industriel riche, M. Unwin. Selon la servante italienne de Baxter, Teresa Pantanello, qui donna un témoignage dramatique à l'enquête du coroner, Unwin avait promis d'acheter une maison à la campagne pour éloigner Jenny de sa vie dissolue. Mais ensuite, elle rencontra Julian Hall. La relation était passionnée et volatile.
L'enquête entendit une scène mélodramatique dans l'appartement de Ginny, racontée par Teresa. Julian, arrivant ivre avec 2 revolvers chargés, aurait défié Unwin en duel, proposant d'éteindre les lumières et de tirer sur les cigarettes allumées de l'autre. Quand Unwin refusa l'offre absurde et mélodramatique, Julian aurait tiré sur une photographie d'Unwin, faisant exploser la tête, puis sur un portrait de Ginny. À l'écran apparaît un journal montrant la photographie de Ginny qui aurait été visée. Une ancienne amante de Julian, une artiste de music hall nommée Ada Knight, témoigna sur le triangle amoureux tumultueux. À une occasion, Julian exigea qu'elle et Ginny le laissent choisir entre elles. Il choisit Ginny. Ada, bouleversée, frappa Julian, lui coupant la lèvre avec sa bague. Plus tard, le même soir, Julian chargea un revolver et déclara « Je n'ai pas peur de la mort ». Ada prit sa main et supplia « Pense à ta mère », tandis que Janie aurait dit « Laisse-le tranquille, il ne le fera pas ». Julian posa l'arme. La tension n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière. Fin 1912. Julian modifiait rapidement son testament, un fait qui deviendrait central à toute l'affaire. Un testament du 14 août 1912 ne laissait rien à Janie, mais un nouveau testament, le 2 novembre 1912, lui laissait toute sa succession. Un mois plus tard, le 4 décembre 1912, un autre testament divisait la succession, lui en donnant la moitié. La relation était un tourbillon de dépendance, de jalousie et de promesses, avec la fortune considérable de Julian, évaluée à environ 19 000 livres, une somme immense à l'époque, en jeu. Selon certains rapports de presse, Ginny arriva à l'appartement de Julian à 7 heures du matin, le 15 avril 1913, après avoir suivi un éboueur dans l'immeuble. Plus tard, Julian, encore au lit, appela son valet Lewis Royal et une autre personne, une cuisinière, pour témoigner d'un document. C'était un papier préparé à la hâte daté de la veille qui tentait de rediriger l'héritage promis à Ginny vers l'entretien de sa fille. Cet acte, survenant juste quelques heures avant le tir, ajoutait une couche supplémentaire de mobile aux querelles sur un testament auquel les premiers rapports faisaient allusion. Peu avant midi, un garçon messager s'habillant dans une pièce de l'immeuble adjacent entendit les sons d'un homme et d'une femme en train de se disputer, suivis de cris d'une femme plusieurs fois. Un chien dans la pièce avec lui aboyait fort, mais il n'entendit pas de coups de revolver. À l'intérieur de l'appartement, la dispute atteignit son apogée. Le portier de l'immeuble entendit des coups de feu et courut sur Shaftesbury Avenue, où il trouva un agent. Le portier cria « Montez, on tire des coups de feu ». Les 2 hommes montèrent au 2e étage. Dans la pièce du fond de l'appartement, ils trouvèrent Julian Hall sur le lit en position recroquevillée et saignant de la bouche. Tandis que l'agent Tornay observait la scène, Ginny entra dans la pièce. Ses mots immédiats furent « Je l'ai fait. Je lui ai tiré dessus 4 fois. Nous avions convenu de le faire. J'espère que ce n'est pas grave. Appelez un médecin. » Elle fut placée en garde à vue et conduite à la proche station de police de Vine Street. Là, à midi, l'inspecteur divisionnaire détective Hawkins la chargea formellement, lui montrant le revolver à 6 chambres pris dans l'appartement. Il la chargea du meurtre volontaire de Julian Hall. Ses réponses enregistrées par les officiers étaient un mélange confus de déni, de remords et de justification. « Il n'est pas mort », demanda-t-elle. « Je suis vraiment désolé.
Je ne pensais pas l'avoir tué. Plus tard, elle dit « Il m'a aggravé pour faire ça. Mon Dieu, ai-je vraiment assassiné? Est-il mort ?» Et enfin, elle offrit l'explication qui formerait le cœur de sa défense, que Julian lui avait demandé de le tuer. « Il voulait que je lui tire dans la bouche, déclara-t-elle, et voulait que je place le revolver dans sa main. J'ai dit « Pas question, je ne suis pas une telle lâche. » La couverture presse initiale était un fouillis de détails confus. Le Coventry Evening Telegraph rapporta d'abord l'adresse comme numéro 22 Denman Street. Une erreur corrigée le lendemain par d'autres journaux comme le Western Daily Press qui confirma le lieu comme numéro 21. Un autre rapport dans le Newcastle Journal plaça par erreur l'audience suivante au tribunal de police de Francis Street. Une erreur de fil pour le lieu correct, tribunal de police de Marlborough Street. Mais les faits centraux étaient clairs. Un homme était mort, une femme en garde à vue et un procès sensationnel inévitable. L'enquête du coroner s'ouvrit à Westminster le 18 avril 1913. Le chirurgien de police, Dr. Percy Edmonds, décrivit la scène et la victime, Julian, était récemment mort. Une autopsie révéla une blessure fatale par balle qui était entrée dans sa poitrine droite, avait pénétré son poumon gauche, brisé une côte et était sortie dans son dos. Crucialement, il n'y avait pas de marque de poudre autour de la blessure, ce qui, avec le témoignage du pathologiste distingué, Dr. Bernard Spilsbury, rendait la théorie du suicide hautement improbable. Il y avait 2 autres blessures par balle sur son bras droit. Un agent de police présenta un plan de la pièce, détaillant 5 trous de balles distincts dans les murs, 4 dans le mur nord et 1 dans l'est. Cette preuve physique contredisait un suicide simple, mais compliquait aussi le récit d'un meurtre direct. Le jury de l'enquête entendit le frère de Julian, Percy Hall, un lieutenant d'armée qui donna des preuves d'identification. Ils entendirent les histoires dramatiques de seconde main de la servante Teresa Pantanello, et ils entendirent Ada Knight, qui parla de la volatilité de Hall. Le 1er mai 1913, le coroner conclut son résumé. Il retraça l'histoire des relations de Julian avec Janie et M. Unwin, les pressions financières et la scène absurde et mélodramatique avec les revolvers. Il rappela au jury la déclaration immédiate de Janie. « Il m'a défié de le faire. » Mais le coroner instruisit que même si Julian l'avait défié, cela ne réduirait pas le meurtre à homicide involontaire, ni un pacte de suicide où le survivant serait légalement coupable de meurtre. Les preuves, conclut-il, pointaient loin du suicide. Le jury fut d'accord. Ils rendirent un verdict de meurtre volontaire, et le coroner émit un mandat engageant Janie pour procès. Le mardi 3 juin 1913, le procès de Jenny Baxter commença à l'Old Bailey devant Monsieur le juge Rolla. L'intérêt public était immense. Le tribunal était bondé. Jenny, décrite comme une jeune femme attirante, était vêtue de noir avec une plume blanche à son chapeau. D'une voix basse, elle plaida non coupable. Le cas de l'accusation reposait sur les propres aveux de Jenny et le témoignage de John Caswell, un ami de Julian qui vivait dans l'appartement adjacent. John jura que Jenny avait menacé la vie de Julian, affirmant qu'elle lui avait dit « Il doit m'épouser ou me rendre Monsieur Unwin, ou je le tuerai ». Il témoigna fureté que Jenny lui avait dit que Julian avait tout gâché entre elle et Monsieur Unwin. La défense de Jenny était menée par l'un des barristers les plus célèbres de l'époque, Sir Edward Marshall Hall,
un maître du drame judiciaire. Sa stratégie était de démanteler le récit de l'accusation en attaquant le caractère de ses témoins clés et en reformulant les événements dans l'appartement non comme meurtre, mais comme un accident tragique né d'un désespoir bizarre alimenté par l'alcool. Sous contre-interrogatoire, Marshall Hall ravagea la crédibilité de John Caswell, suggérant qu'il était un parasite impuni qui vivait de la générosité de Julian, portait ses vieux vêtements et avait un mobile pour empêcher Hall d'épouser quiconque. Il obtint aussi un témoignage soutenant Dada Knight, qui déclara que Ginny et Julian s'aimaient beaucoup et que Julian était un homme très puissant, sans peur de la mort. Le climax du procès fut le propre témoignage de Janny Baxter. Elle dit au tribunal que le matin de la tragédie, Julian avait rompu sa promesse de l'épouser. « Toi et moi ne pourrions jamais nous entendre si nous étions mariés. » Il aurait dit « Il vaut mieux que je finisse ça. » Dans la querelle qui suivit, elle prétendit qu'il l'avait frappé. Il sortit alors le revolver, le posa sur la table de chevet et rédigea le testament en faveur de sa fille. Elle le décrivit sifflant dans le canon du pistolet. Il tint ensuite le museau vers sa propre poitrine et lui demanda de tirer la gâchette. Elle refusa, disant « Je ne suis pas une telle lâche. » Selon son récit, elle attrapa sa main pour lui prendre le revolver. « Dans la lutte, dit-elle, avant qu'elle ne sache ce qui s'était passé, 2 coups étaient partis. Étourdie, elle le vit se pencher pour ramasser l'arme. Elle prétendit l'avoir attrapé d'abord et avoir tiré 4 fois au plafond aussi rapidement qu'elle pouvait. Ce fut une performance magistrale, transformant une histoire de tir fatal en une de lutte désespérée pour empêcher un suicide. Avant les plaidoiries finales, le juge lui-même intervint, remarquant que les faits étaient si obscurs et les circonstances si inhabituelles qu'il ne conseillerait pas au jury de rendre un verdict de coupable de meurtre. Après 1 heure de délibération, le jury revint. Ils trouvèrent Ginny Baxter coupable, non de meurtre, mais d'homicide involontaire, et ajoutèrent une forte recommandation à la clémence. Monsieur le juge Rolat la condamna à 3 ans de servitude pénale, une peine d'emprisonnement à long terme avec travaux forcés qui avait remplacé la transportation comme punition pour crimes graves. Les batailles légales de Janny Baxter n'étaient pas terminées. Elle fit d'abord appel de sa condamnation criminelle. Le 23 juin 1913, elle apparut devant la cour d'appel criminelle. Son conseil argua que le juge du procès avait mal dirigé le jury. La cour ne fut pas convaincue. L'appel fut rejeté. L'un des juges d'appel, monsieur le juge Darling, fut rapporté dans la presse avoir fait une remarque caustique, suggérant que la recommandation du jury à la clémence était parce qu'il voyait Julian comme une personne ivre, mieux morte que vivante, et qu'il lui avait fait du tort. La peine de 3 ans tint, mais une seconde bataille légale plus conséquente commençait juste. Elle concernait la succession de Julian Hall d'environ 19 000 livres, en tant que bénéficiaire sous les testaments de novembre et décembre 1912, Ginny Baxter se tenait pour hériter une fortune. Le frère de Julian, Percy Hall, initia des procédures au tribunal des successions pour contester ses testaments ultérieurs et faire déclarer valide le plus ancien du août 1912, qui ne lui laissait rien. Ce processus est connu comme proponder un testament, où la validité d'un testament est prouvée au tribunal, souvent dans une audience formelle, connue comme forme solennelle.
En attendant, le tribunal accorda à Percy des lettres d'administration lui donnant l'autorité de gérer la succession pendant que le litige était en cours. Le 31 juillet 1913, l'affaire vint devant Sir Samuel Evans, président de la division des successions, divorce et amirauté. Le plaignant était Percy Hall, représenté par M. Barnard. Les défendeurs étaient Ada Knight, bénéficiaire sous l'un des documents, et Janny Baxter, représenté par son conseil, M. Valletta. M. Barnard fit une demande novatrice. Il demanda au tribunal de rayer entièrement le nom de Janny Baxter de l'affaire. Son argument était basé sur un principe de common law de longue date connu comme la règle de forfaiture, qu'il était contre la politique publique qu'un criminel bénéficie de son crime. Cette règle était bien établie pour le meurtre comme dans le cas infâme du docteur Crippen. Mais M. Valletta argua que l'homicide involontaire était différent. Puisque le jury avait trouvé qu'elle n'avait pas l'intention de tuer, la règle ne devrait pas s'appliquer. Sir Samuel Evans n'était pas d'accord. Il trouva qu'il n'y avait pas de raison de distinguer entre les deux infractions. La politique publique exigeait, déclara-t-il, la règle qui s'appliquait au meurtre s'applique aussi à l'homicide involontaire. Il ordonna que le nom de Ginny Baxter soit rayé. Elle n'avait pas de statut légal pour disputer les testaments, parce que comme tueuse de Julian, elle ne pouvait hériter de lui sous aucun d'eux. Janny fit appel de cette décision civile. Le 14 octobre 1913, son affaire fut entendue par la cour d'appel. Les juges furent sans équivoque. Le maître des rôles dit que ce serait rien de moins que choquant si Janny pouvait réclamer une partie de la succession. Lord Justice Hamilton posa le principe en termes clairs. Un homme ne tuera pas son bienfaiteur, et ainsi prendre sa bounty. L'appel fut rejeté. L'affaire de Janny Baxter établit un précédent légal crucial. La règle de forfaiture s'applique à l'homicide involontaire. Avec Janny retirée des procédures, la résolution finale de la succession vint un an plus tard, en juillet 1914, dans une affaire intitulée Hall contre Knight. Le tribunal devait déterminer lequel des documents testamentaires de Julian était valide. Le testament de décembre 1912, qui laissait la moitié de la succession à Janny et la moitié à Ada Knight, fut jugé non valide parce qu'un des témoins, un chauffeur de taxi, n'avait pas réellement vu Julian le signer. Le document du matin du tir, qui laissait la part de Janny à sa fille, fut aussi rejeté. Le valet de Hall Louis Royal et la cuisinière témoignèrent que, bien qu'ils aient signé le papier, ils n'avaient pas vu la signature de Julian, ni n'avaient été en sa présence quand ils signèrent. Le document n'était pas dûment exécuté. Par conséquent, le tribunal prononça en faveur du testament, le plus ancien, daté du 14 août 1912, sous lequel Janny Baxter ne recevait aucun bénéfice. Le tribunal approuva aussi un règlement pour Ada Knight. Il fut convenu qu'elle serait payée 5 250 livres de la succession. Après plus d'un an de bataille légale, la fortune de Julian Hall fut réglée. Ginny Baxter purgea sa peine. Un article de journal romantisé de 1914 prétendit que sa libération était imminente et qu'elle lamentait « Je veux ma liberté ou la mort ». Le dossier officiel montre qu'elle fut libérée le 26 juin 1915, légèrement avant l'expiration complète de sa peine. Elle déclara qu'elle intendait résider à Londres. À partir de là, elle disparaît des archives. L'histoire, cependant, vécut. Au fil des décennies,
Elle fut racontée dans des articles de presse populaires, souvent avec des embellissements qui s'éloignaient plus des faits. Une rétrospective de 1947, écrite par un clerc de Sir Edward Marshall Hall, cimenta le récit de la défense de tirs accidentels et au plafond. Dans les années 70 et 90, l'histoire était empaquetée pour de nouveaux publics comme un drame « Le verdict est vôtre », avec des titres comme « Mort violente d'un fiancé réticent ». Ces récits ultérieurs amplifièrent le rôle de John Caswell, le plaçant avec assurance dans l'appartement au moment du tir. Un détail absent des rapports policiers initiaux de 1913. Un article de 1997 prétendit même incorrectement que Hall mourut de 2 balles dans la tête. L'invention dramatique contraire à toutes les preuves médicales originales d'une blessure fatale à la poitrine. L'affaire de Julian Hall et Ginny Baxter reste une tragédie humaine captivante, enracinée dans le mélange volatile d'alcool, passion et jalousie dans le West End londonien d'avant-guerre. Les conclusions de plus haute confiance du dossier montrent un homme dont le style de vie imprudent culmina en une mort violente, et une femme dont les actions jugées par un jury comme illégales mais non meurtrières menèrent à son emprisonnement. Des ambiguïtés resteront toujours. La séquence exacte des 6 tirs dans cette petite pièce, qui tira la gâchette, quand et avec quelle intention ne pourra jamais être connue avec certitude. Le conte d'un duel à la lumière de cigarette reste un morceau de oui-dire dramatique, non corroboré du témoignage d'une servante. Mais l'issue légale est cristalline. Le tir à Denman Street fit plus que terminer une vie et en ruiner une autre. Il grava un principe nouveau et durable dans le droit anglais, assurant que personne, par un acte d'homicide involontaire, ne pourrait hériter la fortune de la personne qui l'a tué. Ainsi se clôt cette saga, tragique et captivante, de Gianni Baxter et Julian Hall. Un drame qui a débuté dans les brumes passionnées d'un appartement londonien en avril 1913 et s'est achevé par une révolution juridique inattendue. Ce qui commença comme une querelle amoureuse explosive, alimentée par l'alcool, la jalousie et des promesses brisées, s'est transformé en un procès sensationnel qui a tenu le public en haleine, avant de culminer dans une bataille successorale acharnée. Janie, la veuve énigmatique au passé tourmenté, a vu sa confession initiale. « Je l'ai fait, je lui ai tiré dessus 4 fois », se muer en une défense habile d'accidents désespérés, orchestrée par le maître du barreau, Sir Edward Marshall Hall. Julian, l'aviateur intrépide au physique magnifique, mais à la vie dissolue, a laissé derrière lui non seulement un corps criblé de balles, mais un héritage de 19 000 livres qui a forcé les tribunaux à trancher une question inédite. Un tueur, même condamné pour homicide involontaire, peut-il hériter de sa victime ? La réponse, forgée dans les feux de l'affaire Hall contre Knight, reste gravée dans le droit anglais. Non, la règle de forfaiture s'applique sans distinction, empêchant à jamais que le crime paie, fût-ce par inadvertance. Cette histoire est tissée de témoignages contradictoires, de revolvers chargés, de duels absurdes à la lumière de cigarettes et de testaments rédigés à la hâte, nous rappelle la fragilité des passions humaines dans le West End effervescent d'avant la Grande Guerre. Des ambiguïtés persistent. Qui a vraiment appuyé sur la gâchette? Dans quel ordre les 6 coups ont-ils retenti? Et quelle était l'intention véritable au milieu de ce chaos? Mais les faits incontestables ont scellé le destin de Janie.
3 ans de servitude pénale, une libération précoce en 1915, puis l'oubli des archives. Pourtant, son legs perdure dans les annales judiciaires, un précédent qui protège l'intégrité morale du droit successoral. Merci infiniment de m'avoir accompagné tout au long de ce récit narré, inspiré des archives oubliées et des journaux d'époque. Si cette plongée dans les mystères du passé vous a captivé, n'hésitez pas. Donnez un like pour soutenir ces histoires, vraies et méconnues. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune affaire sensationnelle. Et activez la cloche des notifications afin d'être alerté dès la prochaine vidéo. À très bientôt pour d'autres drames historiques qui ont changé le cours de la justice.